Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Ici on raconte ce qui ne se voit pas toujours, les parcours sinueux, les choix courageux, les doutes, les déclics et ces moments de bascule qui changent une trajectoire. À chaque épisode, des personnalités inspirantes ouvrent la porte de leur vraie vie, celle où l'on se cherche, où l'on se relève, où l'on ose, parce qu'au fond, ce sont ces histoires-là qui nous transforment. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un invité qui incarne parfaitement la nouvelle génération d'entrepreneurs. Il est curieux, technique, agile et déjà tourné vers le futur du travail. Il s'appelle Ilan. Il est étudiant en finance d'entreprise chez Eclore, mais surtout fondateur de l'agence Flow, une structure qui accompagne les entreprises dans l'automatisation de leurs opérations internes grâce à l'intelligence artificielle. Salut Ilan, ça va? Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation d'Éclosion. Merci à toi surtout David d'être là dans ces nouveaux décors. Ouais, c'est ça. Donc on est à la Casa, nouveau décor, effectivement. Et du coup, on va parler de toi, on va parler de ton parcours, de Flow évidemment. Et on va démarrer. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à étudier la finance d'entreprise chez Eclore en parallèle d'avoir lancé ton agence Flow par exemple? Écoute, je suis du sud-ouest palois par adoption. Je suis arrivé ici il y a maintenant, ça va faire 4 ans en fait cette année que je suis arrivé dans le sud-ouest. Je suis quelqu'un qui est passionné par le sport, passionné par l'envie de faire des choses. J'ai quitté la maison très tôt du coup juste après avoir fait le bac quoi. Ouais. Et en Toi fait, tu viens du sud-est, c'est ça? Exactement, Marseille. je suis de Marseille exactement. Okay. Et en fait, je suis passionné par le sport. En fait, j'aime beaucoup la nature aussi. Okay. Et en fait, c'était très simple pour moi. Je voulais un endroit qui m'offre en fait la possibilité, de faire ce que j'aime. Donc mon bien-être surtout perso par le sport. Et surtout un endroit aussi où pouvait se matérialiser forme d'économie, quoi. Il y avait des boîtes, il y avait du potentiel. Ouais. Le sud-ouest quand même s'y prête vachement bien. D'accord. On a une région déjà pour le tourisme qui est super bien développée. Et pour l'économie, on a quand même dans l'industrie beaucoup de boîtes. Donc il y avait quand même des choses à faire. L'emploi s'y porte super bien. Je me suis dit, voilà, c'est là que je vais aller. Cerise sur le gâteau, il y a une école de commerce. Tu avais choisi le lieu avant l'école de commerce? Je pense que j'avais choisi, en fait, j'avais déjà une idée de là où je voulais aller. Mais je pense naturellement que la formation avait quand même son mot à dire. D'accord. Et quand j'ai vu qu'il y avait une école de commerce qui était quand même placée dans peut-être la plus grande ville moyenne du département, sans compter le BAB en fait, je me suis dit, c'est là que je veux aller. Okay. Je suis arrivé du coup en formation de commerce parce que pour moi le commerce c'est de la généralité mais aussi de la technique. Quand on aime faire les choses, quand on aime découvrir tous les secteurs, on est quand même les rois du monde en commerce. Ouais. Et donc je suis arrivé ici il y a à peu près, donc ça va faire 4 ans, je suis rentré en bachelor. T'es rentré en bachelor première année? Première année, directement. Okay. J'ai fait une première année en initiale, donc vraiment une formation classique. Okay. Pour ensuite rentrer sous la forme de l'alternance en fait en deuxième année. Beaucoup plus de pratique, franchement je regrette en rien ce bachelor-là qui a pour moi été une super expérience. On est très vite mis en pratique en fait en école de commerce et surtout à Eclore. Donc pour moi c'était, je regrette en rien ce bachelor. Ce qui a fait du coup qu'aujourd'hui je suis devant toi parce qu'en fait on fait beaucoup de finance en bachelor. On a aussi pas mal de comptabilité. J'ai toujours eu un faible en fait pour la finance d'entreprise. On le dit beaucoup, la finance c'est un peu l'huile dans le moteur. Et donc je me suis retrouvé en fait à choisir la spécialisation en fait en finance. Donc aujourd'hui je suis vraiment en finance d'entreprise. Donc là aujourd'hui tu es en master? Exactement. Okay. 4e année, finance d'entreprise en contrôle de gestion et en alternance à côté pour la partie vraiment pratique. On en reviendra peut-être par la suite sur l'avantage que ça a. Ouais, donc ça, finance et donc du coup tu as créé ton agence TechFlow. À un moment beaucoup décident quand même de se concentrer plus sur l'école ou plus sur le business. Pourquoi tu as choisi de faire les deux, toi? Quel équilibre tu cherches à travers ça? Franchement, déjà, c'est une question d'opportunité, je pense. Pour l'anecdote, en première année, on avait eu l'occasion de faire une formation qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est connue en fait, à l'échelle nationale sur toute la France, mais plus précisément du coup Réseau Entreprendre dans le sud-ouest. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré, pour l'anecdote, les 2 personnes avec qui je travaille aujourd'hui avec l'agence en fait. Okay. 2 personnes qui sont tech, donc partie dev. Et on avait monté un projet, ma première boîte en fait était sur la finance et la tech en même temps. En fait, on voulait rendre plus accessible, social l'investissement en fait, en action. Donc c'est un peu technique, mais j'avais lancé un premier projet en première année, ce qui en fait naturellement quand tu mets les pieds dedans, tu as envie de continuer à créer. Et j'ai lancé donc ça il y a un peu plus d'1 an parce que l'agence vient de fêter son anniversaire en fait en début d'octobre. Flow du coup par la suite. Donc je pense pour revenir à ce que tu disais, c'est pas forcément peut-être un équilibre que ce que je cherchais, mais quand tu aimes faire les choses, tu aimes découvrir
vraiment à droite à gauche. Donc en fait, il y avait la formation. Et quand on se dit, on peut créer, on peut continuer, on peut faire des projets, on peut monter des boîtes. Mais pourquoi on ne le ferait pas en fait? Surtout maintenant où on est sur un âge charnière où on peut développer plein de choses. Il y a l'IA qui est arrivé aussi, donc les portes s'ouvrent en fait. Bien sûr. Et l'école, ça t'apporte des choses justement pour ton business? Des enseignements, des mentors ou des choses Exactement. Je pense que déjà, si les gens veulent monter des projets ou même des boîtes, voilà, on sait qu'il y a des gens qui sortent de grandes écoles, voire parfois de tout secteur. L'école de commerce, je trouve la formation commerce, encore plus dans la finance, parce que du coup tu touches aux chiffres, c'est le meilleur endroit où tu peux monter des boîtes parce que tu rencontres pas mal de personnes. Dans mon cas à moi, vous avez quand même un nombre assez intéressant d'anciens diplômés qui ont monté des boîtes. Bien sûr. Je pense qu'on pense à la même personne, on pense à Ludo, mais il y a même Guillaume du coup qui est là maintenant, qui sont des entrepreneurs, on va dire, qui ont monté des boîtes. Donc déjà ça crée un réseau. Moi ça m'a apporté, donc oui, des mentors. On est quand même encore en contact, moi je suis en contact encore, toi aussi, mais avec des gens comme Ludovic Duvancourt, Guillaume qui a monté anciennement sa boîte. Donc pas mal de personnes qui peuvent, t'aider, te conseiller, et en fait ça vient de te créer une dynamique. Donc c'est super intéressant, et à ça, je pense que tout le monde le sait, mais je rajoute à ça la pertinence quand on est en école de commerce, on apprend un business, la finance, donc tout ce qui permet de créer une entreprise et un projet en fait. Et justement, il n'y a pas un paradoxe entre tes études de finance et l'entrepreneuriat? Je pense que c'est assez intéressant. On peut penser que oui. Souvent, on me pose beaucoup la question de comment je fais pour bosser en fait, sur les deux. En fait, c'est totalement l'inverse. Je pense qu'on y reviendra peut-être par la suite, mais le premier secteur qui a besoin de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, dans lequel en fait, avant, l'humain avait beaucoup de tâches manuelles qui étaient parfois avec peu de valeur ajoutée en fait, c'est la finance. Donc en fait, je pense que c'est même une opportunité pour moi d'être dans le secteur de la finance avec ce que je fais à côté. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les boîtes, quand on sait utiliser l'IA et qu'on sait créer ces systèmes-là, et qu'en plus on peut l'apporter à la finance, c'est une aubaine. Donc je pense que non, il y a beaucoup de synergie en fait. C'est ça ce que j'allais te dire, il y a de la synergie, c'est lié, tout est lié quoi. Énormément. Je me dis aujourd'hui, l'expérience que j'ai, et c'est ce qui fait d'ailleurs vraiment la valeur nous de l'agence avec notre équipe, c'est qu'il y a une partie très connaissante entreprise, que j'ai une partie très tech avec les personnes avec qui je travaille. On est 5 aujourd'hui, mais on y reviendra. En fait, ça permet d'avoir ce dualisme, la partie très technique et la partie connaissance pratique de ce qu'on fait. Et vu que je suis en finance, j'ai une connaissance fine de l'entreprise. Et même aussi pour la boîte dans laquelle je travaille, c'est hyper bénéfique d'avoir une personne qui bosse, mais qui a aussi une connaissance avec l'IA qui est aujourd'hui peut-être une des plus grosses révolutions depuis bientôt 2-3 ans. Oui, clairement. Et comment t'es venue l'idée justement de créer l'agence Flow? Et un problème que tu as identifié d'abord, un truc, comment c'est venu? Bien sûr, je pense que... Je vais même te poser la question, je pense qu'on utilise tous l'IA générative. Tu as vu qu'il y avait l'arrivée, c'était 2022, c'est un changement de paradigme qui est énorme. Moi, j'ai tout de suite commencé, quand j'ai utilisé l'intelligence artificielle, j'avais la connaissance aussi un peu de ce qu'était l'outil via les personnes que j'avais pu rencontrer, les personnes avec qui j'avais travaillé, les personnes qui sont dev et tech avec qui j'avais pu bosser avant. En fait, dès le début, tout de suite, on a vu qu'il y avait quand même un changement assez important. C'est le fait que les boîtes demain allaient se mettre à apporter beaucoup plus d'importance à leur efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de démarrer un peu sur ce sujet, tu vois, de se dire ok, où est-ce que je peux automatiser, où est-ce que je peux un peu être plus efficace. Nous, on l'a vu tout de suite. On s'est dit ok, aujourd'hui, il y a l'IA qui arrive, les entreprises l'utilisent. Je ne sais pas si tu sais qu'il y a un chiffre qui est incroyable, c'est que près de 80% de l'IA dans les entreprises sont utilisées à titre perso. Donc pas sur des licences entreprises, c'est-à-dire que c'est les salariés qui l'utilisent. C'est les salariés qui l'utilisent en perso, en gros, tu vois. Ils l'utilisent quand même pour bosser sur leur tâche. Tu vois. Mais il va dire, je sais pas, il peut te glisser en plein milieu de la conve avec ChatGPT ou même un autre modèle, des sujets perso, mais donc hors licence entreprise. D'accord. Donc ça montre quand même qu'il y a un vrai besoin, mais que la boîte, elle l'a pas encore peut-être vraiment mis en production, elle l'a pas encore mis en place efficacement. Donc on s'est dit, waouh, il y a un besoin qui est important. Aujourd'hui, les acteurs sont aux États-Unis beaucoup. On commence à voir émerger des acteurs purement français. Mais on n'a pas encore vraiment des équipes qui viennent apporter vraiment ce soutien à l'entreprise, qui les accompagnent sur les opérations. Donc nous, on s'est dit, voilà, c'est là qu'il faut y aller. On a les compétences pour, et on a démarré comme ça en fait. Et selon toi, c'est quoi le gap le plus sous-estimé dans les opérations internes des entreprises que tu t'efforces de combler avec Flow? Je pense que le plus grand gap, aujourd'hui, tu as 2 IA. Toi, tu utilises, je pense, ChatGPT, peut-être les autres outils dans ta vie perso, vie pro. J'en utilise plein, Tu vois, mais c'est hyper bénéfique, il faut l'utiliser aujourd'hui. Ceux qui l'utilisent pas, alors on a vu des gens qui sont arrivés qui ont dit non mais moi je suis pas de pro IA, faut garder de l'humain. Oui, mais aussi faut savoir aussi être plus efficace. Donc si l'IA t'aide à prendre des décisions, pourquoi pas l'utiliser quoi. C'est quand même une des plus grandes révolutions.
clairement. Je pense que le plus gros gap qu'il y a aujourd'hui, que les entreprises n'ont pas encore vraiment intégré, c'est qu'on a l'IA générative, celle qu'on utilise toi et moi, c'est-à-dire vraiment des modèles OpenAI, du Gemini, du Claude. Ouais. Donc en fait, ça répond à une requête. Donne-moi la recette d'une baguette de pain pour faire une baguette de pain ou pour faire une recette particulière. Je te donne la recette et le modèle il te répond avec ce qu'il a appris. C'est ce qu'on utilise tous ensemble. Et après, il y a une deuxième typologie d'IA qui est en train de révolutionner la place. C'est l'IA qui est agentique. Donc en fait, elle est complètement agents différente. IA, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, elle est autonome. Ouais. Et c'est complètement différent. Là où l'IA générative, je suis obligé d'ouvrir mon chat GPT, de venir demander ce qu'il faut et il me répond. Là, en fait, c'est une IA qui est entièrement autonome, elle est proactive et en fait, elle fait les tâches à ta place. Donc, pour moi, c'est le plus gros gap qu'on a aujourd'hui. C'est quand les gens vont commencer à avoir confiance en l'IA, à mettre en place les agents, on va complètement revoir notre manière de travailler. Rien qu'avec l'IA aujourd'hui, on voit qu'il y a un gap quand même. On se dit, ok, là aujourd'hui, je suis dans ma boîte, je vais écrire un mail, reformuler une réponse, n'importe quoi. J'utilise l'IA générative. Mais on n'a pas encore ce gap où un agent IA va prendre une décision, va te faire carrément une tâche complète. On pourrait y revenir par la suite, je t'expliquerai un peu ce qu'on fait, mais je pense que c'est le plus gros gap, entre l'IA générative et l'IA agentique. Ok. Tu vois, sur le site de l'agence, j'avais regardé, vous parlez d'automatisation des process métiers, notamment pour gagner en efficacité, en clarté, en impact opérationnel. Comment tu traduis cette promesse dans vos missions clients? Pour essayer de ne pas être technique, aujourd'hui, l'or de l'entreprise, c'est ses données. Aujourd'hui, si tu veux être number one sur ton marché ou réussir, il faut connaître ce que fait ton marché, ce que fait tes clients, tes concurrents. Donc ça, c'est de la donnée. En interne, dans une boîte, la donnée, c'est qui sont tes clients, ce qu'ils font, ton portefeuille de data en fait que tu as, c'est ton or en fait. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on va beaucoup plus vite sur la gestion de cette data-là. L'analyse, l'analyse, tout. Enfin, ton client, c'est ta donnée. Ce que tu fais, c'est des insights qui sont importants, toi, quand tu prends des décisions, tu vois. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, je te prends l'exemple classique, une boîte, elle a pléthore d'opérations, en fait. Aujourd'hui, même rien que sur la partie commerciale, pour closer un client, tu as une quantité d'informations à savoir qui est énorme. Si on arrive, grâce à l'IA, à clarifier cette donnée, à la rendre plus efficace, à la mettre au bon endroit, au bon moment, à la donner à la bonne personne, on a des use cases intéressants sur ça, sur l'IA qui délivre le bon client au bon commercial, en fait, c'est ça. En fait, tu rajoutes beaucoup plus de clarté, tu vas beaucoup plus vite. Et c'est ça, en fait, là où on a de valeur ajoutée, c'est qu'aujourd'hui, tu as l'intelligence générative qui est là, mais si on veut vraiment l'intégrer dans les process, là où elle va analyser pour toi, elle va transmettre pour toi, elle va répondre pour toi, en fait, tu arrives à un moment charnière où vraiment tu viens un peu tout réinventer. Et c'est là où nous, on vient apporter, comme tu l'as dit, cette clarté, cette efficience, parce que on en reviendra par la suite, mais c'est aussi une grosse économie en coût. Parfois, l'IA peut faire le travail d'un salarié, en fait, sans le remplacer vraiment. C'est ce que j'allais te demander, il y a quand même un remplacement ou pas de remplacement? Je veux dire, ça fait peur, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Je sais pas quel est ton avis, toi, peut-être dessus. Vous avez peur t'as peur d'être remplacé, toi, peut-être demain, sur ton métier? Non, j'espère. Est-ce que tu penses que l'IA peut t'accompagner ou te remplacer, ton métier? Moi, l'IA, je pense que l'IA m'accompagne déjà, tu vois. Me remplacer, je sais pas, c'est pas un métier non plus hyper technique que je fais, tu vois, c'est plus de la relation d'humain à humain. Peut-être que ça peut être remplacé, non, peut-être que tu demain, l'as très bien dit, tu as dit le mot qu'il fallait dire. Un podcast une intelligence artificielle qui me remplacera dans un podcast. Mais moi, j'irais me dorer la pilule au soleil, il serait très bien. Tu as parlé de... C'est le Graal. Tu as parlé de relations humaines et c'est exactement là où je veux l'en venir. C'est qu'en fait, pour moi, il n'y aura pas de risque de remplacement. Il y aura sûrement un changement de valeur, de là où se trouve la valeur aujourd'hui et où est-ce qu'elle va se diriger. La valeur plutôt techno, quoi. Techno, voilà, technique, tu vois. La plus grande révolution que je vois, je reviens à la finance. Je ne sais pas si tu as vu que là, OpenAI a mis en place une sorte de modèle qui vient analyser comment les juniors en banque privée travaillent. Donc en gros, comment ils analysent leur Excel, leur doc et tout, pour en fait entraîner l'IA, ce qu'on appelle en fait, c'est une sorte de fine-tuning, en fait, c'est d'entraînement de modèle, pour en fait un jour remplacer les juniors. Question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire ces juniors demain? Aujourd'hui, dans les banques, tu fais du Excel, tu analyses un peu, si elle fait mieux que toi, donc tu as cette question de te dire est-ce qu'on va être remplacé? Moi je pense que c'est l'inverse, c'est de se dire le junior il va passer sur des étapes ou des tâches un peu plus, avec un plus de valeur ajoutée, tu vois. Et l'IA va faire tout ce qui est manuel. Donc elle va accompagner le junior, tu vois. Le junior peut-être que beaucoup plus rapidement, avant de faire du manuel, on va tout de suite le mettre sur des sujets un peu stratégiques, sans lui donner trop de responsabilité, attention, mais tu vois, je pense que c'est un changement et ça se voit dans tous les métiers. Ok.
Et c'est quoi vos entreprises aujourd'hui clientes? Les entreprises que vous accompagnez, des startups plutôt, des PME, des grosses boîtes, c'est quoi? C'est super bonne question parce qu'en fait, on a commencé avec les freelances. D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant parce que Pour les aider parce qu'ils n'étaient pas structurés Exactement. avec plein de commerciaux, T'as etc. tout compris. Un Super. freelance, quand il a de la Ouais, data, évidemment. enfin moi, la majorité des freelances avec qui j'ai bossé, avant qu'on les accompagne, ils plafonnaient, quoi. Donc en gros, Ouais. ouais, ok, j'ai 30 clients, mais si je veux maintenir une bonne relation, je peux pas aller au-dessus, quoi, parce que Ouais. ça bloque. On a commencé avec les freelances, mais naturellement, très vite, tu vas te tourner vers l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise qu'on accompagne le plus, c'est la PME. Typique la PME française, quand tu startes avec, voilà, que ce soit 2 salariés jusqu'à 50, où en fait, t'as pas encore d'équipe IT technique. Donc en fait, ta mise en place, elle se fait clairement par toi, dirigeant, tu utilises l'IA, Ouais. donc tu vas la mettre en place chez un salarié ou dans une équipe, tu vois. T'as pas encore d'équipe technique qui te met en place vraiment le modèle, qui t'accompagne. Ouais. Ça, c'est clairement notre persona. Peut-être aujourd'hui, 80% de nos clients, c'est de la PME. On bosse aussi avec de la start-up, et ça, c'est hyper bien, mais c'est encore un autre type de client parce qu'eux, souvent, ont beaucoup de techniques. Donc en fait, ça va très vite. Ils ont Ouais. vraiment le use case, ok, je veux ça, je développe mon logiciel, je veux ne pas perdre de temps sur ma partie commerciale, je veux vendre, quoi, tu vois. Donc ça va très vite. Ouais. Mais la PME, pour moi, c'est le client le plus intéressant parce que le ROI est vraiment visible. D'accord. C'est-à-dire que tu as le dirigeant qui me dit, ok, moi, j'ai mes équipes commerciales, j'ai ça, ça ou ça, j'ai des exemples clients hyper intéressants à te donner après, mais c'est là où vraiment, au bout d'un mois, le mec, le fondateur, en fait, me dit, moi, j'ai vraiment, ça a changé la donne chez moi, dans mes process. Ouais. Ils ont Et vraiment vu une différence. il voit une différence. Parce Ok. qu'il n'a pas encore d'équipe technique. Donc le fondateur, le dirigeant, l'associé, il voit la différence, quoi. Est-ce qu'il y a un process pour identifier les parties, si tu veux, des opérations qui méritent d'être automatisées en priorité? Nous, un process, tu veux dire dans l'agence, comment nous on fonctionne? Ouais, c'est ça, exactement. Nous, on a très simplement, on commence tout de suite. Alors, on offre, si tu veux, la partie consulting. On ne fait jamais payer notre partie consulting. Ça, D'accord. vient après. Nous, ça nous fait, enfin voilà, on est sur un début de marché. Nous, on offre entièrement la partie onboarding. Quand un client nous prend rendez-vous avec nous, on lui scanne toutes ses opérations. Là où on va tout de suite aller, c'est voir les opérations qui sont souvent très simples à aller solutionner, mais qui ont un ROI qui est vraiment immédiat. La partie administrative, la partie commerciale, c'est simple, les tâches elles sont visibles, il y a de la Ouais. tâche manuelle, Dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui est un peu répétitif, une tâche, qui peut être automatisé, répétitive. qui peut être boosté à l'aide de l'IA, Ouais. nous il n'y a pas de question qui se pose, on va là tout de suite parce que le ROI il est immédiat. Il y a aussi un coût pour le client, mais qui va être un peu plus intéressant parce que c'est cher de développer, mais ça reste quand même super intéressant. Ouais. Donc sur les petites opérations là où tu vas avoir un ROI très vite, tu es rentable. Parce que Et comment les commerciaux voient, si tu veux, ton arrivée dans la boîte avec cette solution? Tu vois, parce que j'imagine que c'est plutôt le patron qui vient te voir Bien sûr. ou un directeur commercial. Il te Franchement, ils sont plutôt super contents parce que quand tu leur dis que tu vas leur Ouais. retirer une tâche lourde, ils te demandent déjà comment tu fais. L'avantage, nous, on a de la valeur dans notre process, c'est qu'une fois qu'on a fait du consulting, en fait, si déjà on part avec la PME sur le sujet Ouais. sur lequel on va l'accompagner, nous, on est très très proche des équipes. D'accord. On fait ce qu'on appelle le vie ma vie. C'est-à-dire que pour trouver un process, on se met derrière toi pendant une journée, on regarde comment tu travailles. Ok. C'est simple et efficace. Et je vois vraiment comment tu bosses avec ton ordi, je vois là où il y a de la friction, je vois là où ça marche pas. Et donc, tout de suite après, je vais former les équipes commerciales. On est Ok. avec elles, on leur explique comment l'outil fonctionne, ou même, en fait, c'est souvent ce qu'elles ne vont plus avoir à faire. C'est souvent ça, en fait. Souvent, les équipes commerciales, on leur dit, OK, tu faisais ça avant avec cet outil-là, ça c'est fini. C'est automatique maintenant, tu vois. Donc, en fait, elles le voient Ça les souvent très bien. soulage. Ça soulage, bien sûr. Ouais. Et de toute façon, on est hyper humain. Nous, il faut savoir que on fait très peu de, je pense qu'on y reviendra peut-être par la suite sur notre modèle économique, mais on est très peu sur du one-shot. Nous, on fait de la maintenance sur le long terme. Donc, il y a très peu de, on est loin de notre client. Nous, dès qu'il y a une question, on est proche. Si on doit accompagner, on accompagne. Donc, les équipes, elles sont souvent très, très rassurées. Ouais, justement, c'est quoi le modèle économique de l'agence Flow alors du coup? C'est super simple. Nous, on a un modèle one-shot, souvent, mais qui est toujours suivi, en fait, en aval par de la maintenance. Donc, on va développer un système qui est sur mesure. Donc, il y a deux façons à laquelle on travaille, où on automatise les tâches des boîtes. Le premier, c'est le BPA, c'est le Business Process Automation, en fait. C'est une connexion d'outils entre eux. Donc, ta boîte demain, ou une boîte va utiliser une suite Microsoft, une suite Google. Ouais. Elle a Excel, elle a un ERP, elle a un CRM, elle a une quantité d'outils. Nous, on développe un système qui vient connecter ces outils pour faire D'accord. émerger en fait des process. Ok, ce Ok, qu'on appelle ok. le BPA. Le deuxième levier, c'est l'intelligence artificielle qu'on connaît depuis 2022 avec tout ce qui est IA agentique. C'est le deuxième gros levier en fait qu'on utilise. Donc on a le devis one shot. Donc on fait des devis souvent à la demande, à la prestation en fonction du nombre d'outils que tu vas avoir, Ouais. de la complexité. Est-ce qu'il y a de la donnée sensible aussi? Donc on a vraiment un développement sur mesure. Et ce développement, il est toujours suivi par la maintenance. Et c'est là qu'on a beaucoup de valeur. C'est qu'un système, on va dire,
ne se maintient jamais seul. C'est impossible. Parce que quand tu utilises une suite Microsoft, une suite Google, les outils ils sont mis à jour tout le temps. Ouais. Tu as tout le temps des choses à mettre à jour, tu as des erreurs, tu as des flux, tu veux les optimiser. Aujourd'hui, tu veux optimiser un système, tu contactes un freelance, ça coûte très cher. Ouais. Nous, avec la maintenance, l'entreprise, elle n'a aucun coût supplémentaire. D'accord. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée. On n'a pas de prix fixe pour la maintenance. Ça peut démarrer à partir de 180 €, voire beaucoup plus pour les clients avec nous, qui travaillent vraiment sur. Enfin, on les accompagne, on a vraiment 100% de leurs opérations, on leur gère toute la partie tech en fait. D'accord. Et là, par contre, pour le coup, on a toute la maintenance. Donc dès qu'il y a une erreur, une mise à jour d'API par exemple, tu sais, de la communication entre deux outils, ça, il n'y a pas de surfrais en fait. Tout est compris dans la maintenance. Donc on a vraiment un devis initial, plus la partie maintenance chaque mois pour nos clients. Ok. Vous êtes combien aujourd'hui, chef? Aujourd'hui, on est 5. 5. D'accord. On est 5, on a, du coup, c'est l'histoire est belle. J'ai mis les 2 personnes qui sont. Enfin, une des 2 que j'ai rencontrées du coup il y a 3 ans du coup. À l'école? Non, elle est en école d'ingénieur à côté. À l'école d'ingénieur, ok. Exactement. Parce Qui est que- maintenant sur Paris, ingénieur en IA. D'accord. Qui est une super personne. Moi, j'adore apprendre. Donc, quand je suis entouré Ouais. de personnes hyper techniques, j'adore ça. Je suis quelqu'un de très humble sur le fait que tu sais plus que moi, donc apprends-moi, en fait, explique-moi. Et là, on a une super dynamique, quoi. C'est super. Génial. J'ai une deuxième personne, Julien, s'il écoute notre échange, et Théo, du coup, et Julien, lui, qui est DevOps, en fait, développeur en opération interne. D'accord, ok. Super technique sur Paris aussi, qui apporte énormément de valeur à nos clients. Moi, qui suis beaucoup sur la partie relations commerciales, parce que j'ai la vision entreprise. Ouais. Mélangé aux deux, ça fait un joli mélange. Et depuis peu, on travaille avec 2 personnes qui sont à New Delhi, en Inde, et qui ont fait leur master ici. D'accord, ok. Voilà. Super. Notamment Utkarsh qui se reconnaîtra aussi, et qui a en fait lui aussi une boîte en IA qui s'appelle Crian, et qui bosse en fait en grande partie avec nous. En fait, Crian, il est on va dire sur 1/3 de son temps et nous 2/3. D'accord, ok. Ça permet d'avoir des synergies parce que lui est basé à Londres, donc c'est super intéressant. On a vraiment une belle équipe bien complémentaire qui connaît tous les sujets, et surtout super présente en fait. On est très présent. Comment vous évaluez la valeur créée par Flow? Est-ce que vous utilisez des indicateurs, je sais pas, temps gagné, économie générée, Le temps que tu passes dans les îles. efficacité? Le temps que tu passes dans les îles pendant que l'IA bosse pour toi, c'est le meilleure info. Tu me dis là, tu restais 2 semaines dans les îles Maldives, je suis content, quoi, tu vois. C'est parfait. Ouais. Mais en fait, on n'est pas très loin de ça, en fait, en réalité. C'est beaucoup au temps gagné. D'accord, ok. Et en fait, à partir de Ça, ce c'est temps vraiment gagné, le KPI le plus important, le c'est de KPI faire gagner est du énorme. temps. Mais en fait, à partir de ce temps-là, tes tu vas clients. calculer l'économie pécuniaire. Combien ça t'a économisé. Le temps, c'est de l'argent, quoi. Le temps, c'est de l'argent, exactement. Pour le dire un peu cru, c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu économises 2 heures par semaine sur une tâche, Ouais. ou même 3 heures. 2 heures par semaine, c'est le minimum en fait. Mais souvent, on est sur des niveaux dignes d'un salarié sur une année. Donc D'accord. en fait, ton KPI le plus important, c'est le temps qui est en fait transformé en argent. Et c'est là que tu vois vraiment l'utilité. On n'est pas encore sur le niveau où l'agent IA remplace vraiment l'humain, quoi. On Ouais. n'est pas encore à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Mais quand Tu il crois a- que ça arrivera? Non. Si, pour certaines tâches. Je pense pas que ça va remplacer vraiment des métiers. Et je pense que ça va faire un transfert de valeur. Je pense que vraiment, ça, j'y crois vraiment, quoi. Sinon, je pourrais moi aussi en avoir peur, tu vois. Moi, j'en ai pas peur. Je pense que c'est une aubaine pour nous accompagner. Ouais. Internet, au début, les gens avaient peur. J'étais pas là. C'est la photographie, les gens, ils avaient peur au début. Ils pensaient Mais que c'est ça ça, leur volait c'est leur ça. âme. C'est ça. Et je te jure, Internet, on me posait des questions. Comment on va faire Ouais. Parce qu'Internet, c'est pas le même type d'évolution, de révolution. Tu vois. C'est moins gros, je pense. Moins gros. Mais Ça va pas je remplacer. sais pas si. Ça, c'est peut-être un peu plus flippant. Je pense que c'est. T'as des clients comme ça qui te disent, ouais, J'en ai. c'est flippant. On est, tu sais, il y a Une fois que tu le mets en place, le truc et tout. il y a une chose que si les gens qui nous écoutent doivent retenir, une chose qui vont entendre toute leur vie quand ils vont bosser, c'est le FOMO, le fear of missing out. C'est en gros la peur de rater le train de quelque chose. Ouais. Et je le vois dans tout, enfin dans votre vie, vous allez voir de Tu vois, partout. comme t'as peur de rater le prime de la Starac, quoi. Ah, c'est un peu ça. T'as peur de rater le début du match, t'as peur de rater, et en fait, dans les boîtes, elles ont peur de pas prendre l'IA. Donc en fait, Ah ouais. oui, il y a un Il y blocage. en a plein comme ça qui Il y en a te. plein, il y en a plein. Mais est-ce que Ouais, c'est est-ce une que t'as aubaine vu, pour est-ce toi, que en t'as fait. vu C'est une quelqu'un aubaine. C'est une aubaine. Mm. On est sur un marché qui est en fait en train de s'envoler. Mais il faut faire attention aussi parce que comme tu l'as dit, il y a aussi la peur de se dire oula, on va un peu vite. Où est-ce que je dois aller? Est-ce que c'est vraiment sécurisé ce que je fais? Tu Ouais. vois? Tu fais un peu de pédagogie avec tes clients, justement, sur ça? Trop. Trop? J'ai hâte de plus en faire en fait. C'est que ça va aller vite. Ouais. Non, c'est la valeur qu'on offre. Franchement, nos clients ils sont jamais seuls. Jamais. Jamais. On les a jamais. Ils savent exactement ce qu'on leur développe. On a une trame hyper claire. Moi, pour te donner une idée, mes clients ils échangent avec moi sur WhatsApp. C'est WhatsApp le premier canal d'échange avec moi. Donc il Ouais. y a du mail pour la facture si tu veux ou pour tracer.
Le reste du temps, c'est WhatsApp. T'as besoin d'aide, appelle-moi, envoie-moi un message si je suis dispo. Enfin, tu vois, c'est hyper important pour eux parce qu'ils se sentent accompagnés, quoi. Donc oui, il y a beaucoup de pédagogie, ça c'est sûr. En termes de sécurité, ça soulève aussi quelques questions, tu vois, parce que comme tu le disais tout à l'heure, ça collecte des données, ça les envoie peut-être sur des serveurs américains, tu vois. Bien sûr. Sans rentrer trop dans la technique, si tu veux, aujourd'hui, tu as les modèles américains et tu as les modèles français. Ouais. Il faudrait qu'on ait plus de modèles français en fait, on n'en a pas assez d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Bon, après, c'est le sujet un peu du jour, mais enfin du jour. Cette fin d'année en fait. Hein. Ouais, du siècle. Comment on arrive à dynamiser les boîtes, quoi. Ouais. Tu vois, moi j'étais partisan du fait que ça va les imposer parce qu'après demain elles vont mettre leur siège aux États-Unis, c'est pas bon, quoi, tu vois. Bien et sûr. Je pense qu'en école de commerce, c'est ce qu'on apprend aussi beaucoup en formation de commerce, quoi. On apprend à créer de la valeur, à créer des boîtes. Si derrière on n'a pas un État ou une politique qui nous aide à monter des boîtes, ça marchera jamais, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est Au hyper pire, important. qui t'aide même pas, quoi, qui te pousse à pas le faire. Qui te laisse le faire déjà. Quasiment. Qui te laisse tranquille pour le faire, ça veut dire Ouais, qui te laisse tranquille pour c'est le bien, tu vois. Mais moi je vois des ouvertures. En Europe, ils sont en train de mettre tu sais, ils sont en train de simplifier un peu l'administration, quand on ouvre des boîtes, même des logiciels accompagnent. Enfin, moi aujourd'hui, je l'ai vu, c'est super simple de monter une boîte. Je le dis à tout le monde, même dès qu'on commence tôt, vous avez des logiciels qui vous accompagnent, appelez-les. Renseignez-vous sur comment vous montez une boîte, quelle structure juridique, enfin, c'est même délirant en fait, c'est plaisant de comprendre ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez simple. Ouais. Donc pour revenir à ta question. Après, ils viennent te chercher quand même pour payer des impôts, pour payer les taxes. Après, ça c'est normal. CFE. Je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je pense que si tu crées de la richesse, c'est normal de payer de l'impôt. Ouais. On est dans un pays. Non, mais bien sûr, on est d'accord. Mais voilà. Pas trop. Pas trop. Il faut quand même pouvoir aller dans les îles, des petites vacances sympas. Non, mais il faut surtout pouvoir avoir encore un peu plus de cash pour investir, pour faire grossir sa boîte. Exactement. T'as tout compris, quoi. C'est comment tu gardes les entreprises en Europe. Et pour revenir à ta question, nous on a deux sujets. On a les boîtes qui sont pas frileuses de la data, parce qu'elles savent que leurs données dans tous les cas, pas pour la plus confidentielle possible, parce que là c'est encore un autre sujet, et je reviendrai dessus juste après, mais sur de la donnée classique, il y en a qui sont pas trop frileux, donc ils vont me dire ok, on peut utiliser du OpenAI, des modèles donc, qui sont basés aux États-Unis, du Claude, du Gemini, du Google. Plein de boîtes utilisent Google aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de sujet de données, pourtant c'est Google, hein. C'est un GAFAM, c'est basé aux États-Unis. C'est pour même du Drive ou du stockage de données. Exactement, c'est ça. Faut pas penser que si vous êtes sur le Drive, Microsoft, Google, tout le monde a Microsoft. Voilà, faut pas penser que si vous êtes sur Microsoft, Microsoft va pas vous donner. Hein. Il les voit très très bien, donc ça sert à rien après de venir dire peut-être sur un OpenAI je suis un peu plus frileux. Mais par contre, nous on le comprend entièrement. C'est pour ça que nous on utilise aussi des modèles comme Mistral AI, donc Mistral qui sont des modèles un peu plus open source, hébergés souvent en Europe, donc qui ont des respects du RGPD. Donc oui, on a des sujets de données, oui, on accompagne extrêmement bien nos clients sur la partie RGPD, on accompagne vraiment, c'est hyper important. Nous, on respecte toute la trame de la CNIL. La CNIL, elle a une trame pour les agences comme nous, c'est-à-dire qu'en gros, on va devoir suivre où est-ce que va la donnée, c'est-à-dire que nous, on n'enregistre aucune data chez nos clients, aucune. C'est-à-dire que nous, la data, elle passe dans nos systèmes, après elle est renvoyée. On n'enregistre pas de mot de passe, enfin du moins si on a des mots de passe pour accéder à un logiciel, le temps de développer un système, on appelle ça, il va, si tu veux, crypté. Donc en fait, on ne garde rien. Donc au niveau de la gestion des données non internes, c'est très fluide. Pour la donnée qui est envoyée à l'IA, il faut savoir que soit on utilise des modèles du coup en Europe, soit pour du document, par exemple, on vient limiter une base de connaissances. C'est-à-dire qu'on vient juste encadrer l'IA sur une base de connaissances précise. On l'évite d'aller chercher sur Internet, on l'évite d'aller enregistrer la donnée. Ça, c'est beaucoup présent sur des plans entreprises. Tu peux limiter tes modèles à ne pas aller enregistrer la donnée en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est un sujet, mais qui demain, en fait, ça va tellement être gros qu'il va disparaître, quoi. Il y aura des manières nous, on met des choses en place pour limiter la donnée, quoi. Enfin, du moment où elle va, on la surveille. Ouais, puis ça crée de la confiance aussi avec tes clients. Mais nous, ça, c'est hyper important. C'est important. Voilà. Et point important, nos systèmes aussi, les tout premiers, aujourd'hui, n'ont pas forcément l'IA avec les systèmes. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un système sans IA, des systèmes avec IA. Le BPA, l'automatisation, c'est une connexion d'outils. Il n'y a pas forcément d'intelligence artificielle dedans. Donc il n'y a pas de sujet de données envoyées à un modèle. Bien sûr. Il y a juste un sujet de données par rapport à qui travaille avec la donnée, mais c'est nous. Donc nous, on respecte la CNIL, donc il n'y a pas de sujet. Nos clients sont hyper confiants. Quand il y a de l'IA, là, il y a un autre sujet sur quel modèle on utilise, mais ça, on accompagne bien nos clients dessus. Ok. Au niveau des automatisations, tu vois, une automatisation, elle peut rapidement devenir invisible, entre guillemets, pour les personnes qui travaillent dessus, pour les équipes. Comment vous évitez de déshumaniser ces process, tu vois? Vous avez des principes pour ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le process est complètement automatisé, complètement invisible, déshumanisé, tu vois, de l'entreprise. Qu'est-ce que tu entends par déshumanisé? C'est-à-dire que c'est totalement automatisé, tu vois, c'est géré par des robots. Par exemple, des tâches qui sont absolument gérées par des robots. Clairement, sur des tâches opérationnelles, sans IA,
c'est déshumanisé à 100%. Ah ouais? Je te prends un exemple classique. Peut-être une question qui viendra peut-être par la suite. Donc, mais toute la gestion de lead ou de données ou juste de connexion entre un système Excel et un ERP, un CRM, c'est 100% automatisé. Alors que nous, on a la maintenance par contre. Donc, pour l'entreprise, c'est déshumanisé. Nous, non. Parce que du coup, on le maintient à jour. Ouais, vous non. Ouais. C'est compris dans la maintenance. Mais pour être honnête avec toi, aujourd'hui, notre valeur ajoutée, elle est là. C'est de maintenir un process pour côté entreprise, on n'y voit pas la différence. Ouais. Nous, on rassure nos clients sur le fait qu'on ne vient pas rajouter un outil en plus. Hein. C'est hyper important pour la boîte. Elle se dit, OK, non, encore une agence qui va me vendre un SaaS ou une boîte qui va me vendre un logiciel. Non, on leur dit, non, vous avez vos outils. Nous, on va encore rendre plus efficaces les outils que vous utilisez déjà. Quoi. Donc oui, la partie, pour répondre à ta question, peut-être 90% de nos systèmes sont déshumanisés. Et toi, sur une tâche d'automatisation d'envoi d'email, par exemple, tu vois. Oui. Comment le commercial, lui, il se rend compte en fait de ce qui est envoyé? Est-ce qu'il a la main, tu vois, sur le contenu de cet email? Est-ce qu'il peut lui-même le personnaliser, tu vois? C'est ça. Ça porte un nom, ça s'appelle le Human in the Loop. De manière un peu plus... Alors, pour la partie technique, je ne vais pas rentrer en détail, mais tu peux toujours mettre un moment où l'humain va venir checker ce que fait l'IA avant de réaliser l'action. Okay. C'est pas totalement invisible, quoi. C'est pas totalement invisible. Si tu veux que ça ne le soit pas, ça ne l'est pas. Donc nous, on le met en place assez facilement. Dans le cas d'un envoi de mail, en fait, ta question elle est super intéressante parce que les sujets d'envoi de mail, c'est un des sujets qu'on a le plus souvent. On peut ne pas envoyer de mail, on peut créer un brouillon pour un commercial. Tu gagnes énormément de temps. L'IA te crée un brouillon ultra bien développé. Le brouillon est créé, tu as juste à aller le modifier, à l'adapter à ton client. Ok, j'envoie, t'envoies, s'il te va. Mais tu as économisé déjà t'as tes 10 minutes à devoir travailler ton client, tu vois. Ok, ça marche. Est-ce que tu as eu des gros défis en lançant Flow, des obstacles, tu vois, déjà en tant qu'étudiant? Manque de temps peut-être, tu vois, de ressources? Je pense qu'on pourrait faire l'échange pendant 4 heures sur ça, tellement ça me passionne de voir comment tu peux bosser sur toi quand tu fais des choses comme ça. Ouais. Je pense que le manque de temps, c'est peut-être la dernière chose que je dirais, parce que quand tu veux faire les choses, tu as le temps. D'accord. Le temps, on en a, tu vois. Quand tu sais l'optimiser, c'est le fondateur d'NVIDIA qui disait ça récemment, j'adore, il disait si tu fais les choses efficacement, tu travailles sur les bonnes choses, tu n'as pas besoin de plus de temps. Ouais. Du temps, tu en as, s'il faut, tu dors pas presque, tu vois, il disait. Mais, ouais, les journées font 24 heures. Mais voilà, tu as du temps. Alors, optimise tes jours, tu as du temps. Nous, aujourd'hui, on est tellement happés par les réseaux sociaux, et moi le premier, hein. Mais vas-y, coupe tes réseaux sociaux déjà. Tu verras que tu as 3 heures dans la journée, elles sont là pour toi, tu vois. Et après, indirectement, c'est ce qu'on offre aussi avec nos systèmes. Hein. La boîte, elle se retrouve avec un commercial qui économise 3 heures. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans ces 3 heures-là, tu vois? Moi, je pense que du coup, le temps, ça serait le dernier argument. Je pense que le plus gros défi que j'ai, c'est, je pense que c'est de fédérer, tu sais, de porter. Trouver une équipe, fédérer. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trop envie. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, je pense que je vais créer toute ma vie en fait. Ouais. Je kiffe. Mais même dans ma boîte, quand tu es employé, je pense que de plus en plus d'entreprises vont aimer quand tu crées. Vous êtes, tu vois, Coralie est proche de la com. C'est important d'avoir de la création, de savoir prendre des décisions, créer, c'est hyper efficace. Ouais, bien sûr. Toi, je pense que c'est pareil. Toi, oui, tu as monté une certaine limite, quoi, tu vois. Voilà. Parce que tu es toujours limité. Parce que c'est pas ta boîte, tu vois. C'est pas ta boîte, bien sûr. Mais écoute, tu as monté Éclosion, tu as pris quand même une décision. Oui, mais j'ai pris cette décision en connaissance du périmètre, du positionnement, dans lequel j'évoluais. Si c'était mon podcast à moi, je le ferais peut-être différemment, tu vois. Tu aurais déjà acheté les locaux. Non, même pas, t'as pas besoin de locaux pour faire un podcast, tu peux faire ça partout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu dis les bonnes choses. Je pense que c'est surtout le fait de savoir, tu connais ton périmètre, mais tu crées. Et moi, en fait, je pense que le plus gros défi, c'est quand tu as une vision, surtout sur un marché qui est neuf, c'est comment tu fais pour vendre la chose à tes clients quand ils ne connaissent pas. Ouais. Tu vois, c'est comme expliquer à quelqu'un. Moi, créer une place de marché, quoi. J'utilise beaucoup le paradoxe. Alors, du coup, on s'aide de ce FOMO. Je reviens au FOMO. Tu es aidé par ce FOMO, tu vois. Mais j'utilise beaucoup le paradoxe de la personne, tu sais, une personne qui se déplace à cheval, là, par exemple. Ouais. T'arrives, tu lui dis, il y a la voiture qui existe, quoi, tu vois. Et qui va te dire, mais je veux pas ton tas de ferraille, que moi j'ai mon cheval, il galope, il est en bonne santé et tout. Même si la voiture, elle va faire la chose 3 fois plus vite, en gros, ce que tu fais en 1 heure avec la voiture, le cheval, il fait 2 jours pour le faire, tu vois. Tant qu'il connaît pas vraiment l'outil, il a pas essayé, t'as un blocage énorme. Et moi, c'est un des plus gros défis, que ça soit avec mes clients, du coup non, mes prospects plutôt, parce qu'une fois qu'ils sont clients, ça vient tout seul, tu vois. Aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience de ça et c'est super. Je pense que voilà, c'est ça le plus grand défi, c'est comment tu portes la vision, tu permets de délivrer de la confiance et aussi en interne. Parce que du coup, aujourd'hui, moi, ce qui me fait vraiment kiffer et ce qui me passionne, c'est quand je vois, tu sais, quand on est en visio avec mes équipes, tu vois,
en équipe Ouais. plutôt. J'ai bientôt plus dire mais parce que les deux personnes avec qui je travaille, les deux techs, vont me rejoindre dans l'aventure juridiquement parlant, on va dire. Cool. Mais en fait, on est tous portés par la même vision, quoi. On veut aider les entreprises, on veut apporter de la valeur. Quand tu te dis ça, et aussi en France du coup, tu sais, tu te dis, Oui, moi bien sûr. je suis content de le faire aussi dans un pays comme la France, Dans un pays comme la où France. t'as quand même, on a un joli pays avec Ouais. pas mal d'entrepreneurs, qui a ses limites, mais qui a Ouais. une place de marché qui est super intéressante aussi. Même si c'est sûr qu'on pourrait se développer aux États-Unis en fait. Mais bon, on est content de le faire en France, je pense. Comment tu gardes la motivation, tu vois, tous les jours? Je ne garde pas la motivation tous les jours. C'est vrai. Ce matin, on a eu un intervenant super intéressant qui travaille à Canal+. Peut-être que tu vois qui c'est. Avec les sportifs, super Anthony, ouais. intéressant, exactement. Super intéressant. Là, on a fait un épisode avec Anthony. Ouais. Top. Et ce matin, on travaille sur les motivations intrinsèques qu'on avait quand on bossait. Et en fait, je me rends compte, sur les motivations intrinsèques qu'on a, elles varient, elles sont jamais vraiment fixes. Donc parfois tu es Ouais. motivé, parfois tu l'es pas. Donc je suis pas motivé tous les jours, tu vois. Par contre, s'il y a une chose qui me plaît, c'est de me dire, tu vois, sur mon fond d'écran là, de mon téléphone, j'ai une phrase qui veut dire qu'en fait chaque jour c'est la croissance. Chaque jour essaye de croître, de faire mieux. Ah Tu sais, ouais. ça me semble un peu bullshit la phrase qui te dit être la meilleure version de soi-même, tu vois. Ouais. Tu dis ça, je dis vas-y lève ça, c'est lourd, tu vois. C'est lourd. Mais en fait en réalité, si tu réfléchis un peu, si chaque jour tu fais un truc mieux qu'hier, sur n'importe quel sujet, tu lis 2 pages de ton bouquin, tu vois. En fait, si tu fais ça tous les jours, t'es sûr de réussir, tu vois. Donc c'est peut-être le fait que je me rassure à moi-même, mais je me dis si tous les matins je me lève, que je fais le boulot, que tu livres de la valeur, que franchement je fais ça tous les jours, je me dis c'est ça Tous qui les me jours plaît, un en fait, petit pas, tu vois. quoi, un petit Tous peu. les jours un petit pas. Ok. Ou un gros pas, quand tu peux faire un gros pas, fais un gros pas. Mais Ouais. un petit pas, ça reste un. Tu vois, le plus important, c'est vraiment être constant dans ce que tu fais. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment. Parfois, ça peut sembler bullshit ce que je dis, mais c'est tellement vrai. En fait, quand tu le fais tous les jours, c'est Non, lourd. mais c'est pour toi. Hein. Non, mais quand tu te Attends, si tu crois à tes conneries, quand moi, tu je dis- quand tu te retournes, si tu quand crois, te- c'est bien. je te jure, moi je pense que de toute façon, quand tu te retournes, souvent quand tu le fais tous les jours, quand tu te retournes et que tu regardes le mois Oui. passé, tu te Oui. dis, mais en fait, j'ai avancé, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc je pense que voilà, c'est ça qui me motive, c'est de me dire comment chaque jour je peux faire Mm. les bonnes choses, être meilleur qu'hier. Bien Et sûr. surtout, quand tu montes un projet ou une boîte, comment tu peux délivrer de la valeur, quoi. À quel moment tu as senti que Flow devenait c'est réel, quelque chose de la vraie vie, quoi, tu vois? Quand on a dû déclarer Quelque nos chose impôts, en fait. Pas du pélo. Non, je pense que Ça, c'est. c'est une bonne réponse. Je pense que c'est très bon signe d'ailleurs. Si tu payes pas d'impôts, c'est que ça marche pas. Mais. Ou que tu as bien fait de la défiscale. Ou que t'es très bien Ou que accompagné. tu gagnes exactement. très très bien. Ou que tu déclares pas, peut-être, je sais pas, mais. Quand on a vu la valeur apportée chez nos premiers clients, quoi. Ouais, c'est ça. Mais clairement. Quand Ton on- premier client? Ouais, mon tout premier client, il était même pas en France. Il était proche du Moyen-Orient. Pour te raconter Ah oui. le contexte était quand même dingue. Il m'avait trouvé sur LinkedIn et il lançait une start-up, une boîte. Besoin de tout automatiser. Sa prospection WhatsApp, parce qu'il fait de la prospection sur WhatsApp. Donc c'est très technique de prospecter sur WhatsApp. T'as, si tu veux, Meta, la maison mère, mais beaucoup de restrictions, tout ça. Il Mm. me voit sur LinkedIn, il me contacte. Moyen-Orient, tu vois, donc tout en anglais, tu vois, un peu de français, mais surtout en anglais. Et en fait, 3 mois après, il a remis le système en place et tout. En fait, il me dit, mais ça m'a changé la vie, quoi. Enfin, du coup, en mode, je peux me concentrer sur ce qu'il y a de concret, tu vois. Ouais. Pour moi, ça me choque pas parce que je me dis, bah, voilà, c'est la valeur, quoi. Donc, ça marche, quoi, du coup, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est un sentiment où tu te dis, ok, bah, si ça marche avec lui, ça peut marcher avec la PME, avec la grande ETI et avec, si tu arrives à bien croître, avec 500 clients, quoi. Ouais. Il n'y a pas de limite après. Donc, ouais, je pense que principalement, c'est quand tu as vu qu'il y avait de la bonne valeur. En tant qu'étudiant entrepreneur, toi, c'est même un statut, t'as le statut d'étudiant entrepreneur? Non, je crois pas. Tu l'as pas? Enfin, T'as je pas me fait pose la la demande? question. Je crois pas avoir fait la demande. Ok. Bon, en tout cas, tu es étudiant entrepreneur. Il y a des avantages fiscaux Je ne sais pas, il faudrait demander. Quel message tu voudrais transmettre, tu vois, à d'autres jeunes qui hésitent peut-être à lancer leur boîte pendant leurs études? Je pense que je suis assez humble, donc je suis pas assez légitime, tu vois. J'ai pas envie de donner des conseils à tout va comme ça, parce que bon, peut-être que demain je vais me prendre une tôle, tu vois, je vais pas réussir à tenir, on sait jamais, tu vois. C'est clair. Le mec il On dira. dit allez-y à fond, tu vois, C'est 2 un mois conseil après, de merde. 2 mois après, il y a plein qui a. Je pense que je me sécurise en me disant faites, Ouais. juste faites. Ouais. Parce que si vous le faites pas maintenant, vous le faites Ouais, il jamais. faut démarrer, quoi. Il faut démarrer. Mm. Parce que c'est le meilleur moyen de. Franchement, c'est.
il y a un syndrome qui est hyper intéressant quand tu montes ta boîte. Souvent, tu sais, tu te concentres sur le logo, tu te concentres sur ton branding. Tu vois, moi je l'ai fait, hein. Mais si tu te concentres sur ça trop longtemps, c'est qu'en fait, tu te concentres pas sur les bonnes choses. Tu vends même pas, tu vois. Et en fait, moi un jour, je me suis dit, mais commence par vendre. Commence par parler de ton produit, tu vois. Parle de ton service, vends ton produit. Ouais. Et basta, tu vois. Mais Ouais, déjà, démarre, fais. vends, quoi. Commence. Commence. Tu prends une tôle, c'est pas grave, tu te relèves, t'apprends, tu pivotes peut-être, ou t'arrêtes, parce que c'est pas bon, mais au moins t'auras fait. Ouais. Et ça, déjà, en faisant, tu fais plus que 95% de la population déjà. Les gens Ouais, ne bien font. sûr. Donc, j'ai pas besoin de conseils directs, mais du peu d'expérience que j'ai, parce que du coup, encore une fois, je suis assez humble sur ça, tu vois, même si j'ai monté une boîte, qu'on a un projet qui tourne, j'ai envie de dire aux gens que ça soit. Enfin voilà, là aujourd'hui, je pense que ta question se base sur le statut en master ou en formation. Mais je pense qu'en général, c'est juste faire. Faut créer, et au pire des cas, c'est pas grave, mais faut créer, qu'on soit employé ou qu'on monte sa boîte. Mais je pense que c'est ça le meilleur conseil que je peux donner, c'est faire. Et si on se trompe, je pense que c'est la meilleure, même si ça peut sembler aussi bullshit de dire pour apprendre, il faut se tromper et tout, mais c'est juste la meilleure chose qui peut arriver. Moi, j'adore la phrase qui me motive grave, c'est si tu savais que tu pouvais échouer, je sais pas, 50 fois avant d'atteindre le succès, à quelle vitesse tu voudrais échouer? La phrase est hyper vite, tu te dis bah vas-y, j'échoue vite quoi, allez j'apprends vite et au moins j'échoue tout. en fait je pense que c'est vrai. Je pense que si tu apprends les choses et que juste même si tu te plantes, tu refais, il y a forcément un moment où tu vas réussir, si tu fais des choses normalement, il n'y a pas de souci. Ouais. Moi je pense que ça c'est faire, ne pas avoir peur de se tromper, y aller à fond quoi, tu vois. Ouais. Tu cites beaucoup d'auteurs ou de phrases, de citations. Est-ce qu'il y a des livres, des podcasts ou des personnes qui t'inspirent justement? Le podcast, on en a parlé la dernière fois, je pense que tu connais. Éclosion, Éclosion du coup. Non mais je pense qu'Éclosion est super parce que rares sont les podcasts qui sont un niche, deux qui vont vraiment dans. C'est la vraie vie, c'est pas le bon mot, mais tu sais, qui vont vraiment chercher des personnes. Vraiment, on vient interroger les personnes qui souvent ne sont pas forcément mises en lumière sur des gros podcasts. Ça a beaucoup de valeur ajoutée, on n'en parle pas assez, mais. Profite de ça avant que t'exploses. Avant que tu sois connu, tu vas pas plus voir, tu vois. Je suis pas très connu donc. Non, les podcasts comme le tien sont super parce que très axés. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est. Enfin, Mathieu Stéphanie est très bon. Donc, Génération Do It Yourself, qui est en fait. Alors, lui, il fait des podcasts de 3 heures. Mais il y a tellement de valeur dans ce qu'il fait. On pourrait faire un 3 heures, mais bon. J'ai rien de prévu. Il faut que j'aille bosser après. Il annule tout. Je pense que c'est ce que je pourrais conseiller en podcast, c'est ça quoi. Ouais. Parce que, enfin, aujourd'hui, YouTube, faut savoir que c'est la meilleure encyclopédie au monde. Hein. Après, tu trouves beaucoup de merde quand même aussi. Tu trouves énormément de merde. Quand même, mais si on trouve beaucoup de merde, c'est qu'on trouve beaucoup de choses bien, tu vois. Et l'algorithme fait les choses bien, tu vois. Pendant une semaine, tu tapes business à chaque fois, tu sais. Ah oui, après, tu te sors servi que de ça. Donc je pense que les podcasts, je pourrais conseiller Mathieu Stéphanie, tu vois, qui est super bien. Si on est bon en anglais, il y a plein de podcasts en anglais qui sont pas mal aussi. Mais voilà, je pense que les podcasts sont très bien. Et après, il y a en livre, bouquin, tu lis des bouquins? Je lis pas mal. Je lisais pas avant. Je lis pas mal. Je lis beaucoup de bouquins. T'as appris à lire récemment? J'ai appris à lire récemment, ouais. Je savais pas lire avant, tu vois. Je lis beaucoup de livres pragmatiques. Tu sais, j'aime bien lire les livres sur l'économie, sur la fiscalité aussi, donc comment... Putain. On va nous écouter sur ce podcast, on va se faire avoir, tu sais. Non, mais c'est vrai, en plus, je lis beaucoup de livres sur l'économie, sur la motivation, en fait, parce que c'est des livres qui me détendent moi. Et j'aime bien, quand je finis un bouquin, de me dire je peux le mettre en pratique juste après. Là, je lisais un bouquin que je pourrais te conseiller. C'est The One Thing. En gros, c'est, je sais pas si tu connais, c'est la manière de se concentrer sur l'essentiel, tu vois. Ouais, grave. Et donc ce bouquin. Ça, c'est hyper important. Mais surtout aujourd'hui, tu en as tendance à être un peu TDAH, aller partout, tu vois. En fait, en focus, il faut vraiment se concentrer sur une tâche, quoi. Et la faire bien et aller jusqu'au bout. Même des fois un produit et le faire bien. Exactement. C'est exactement ça. T'as résumé ce bouquin qui t'apprend à te dire, t'as un objectif. Mais même pour ceux qui veulent pas monter des boîtes ou même hors boulot pro en fait, hein, même dans la vie perso, en fait, il t'apprend à te dire, avec ton objectif de 10 ans, t'as un objectif de 5 ans, un objectif de 1 an, 1 mois, 1 semaine, 1 jour et dans la prochaine heure en fait. Et tu te concentres toujours sur l'objectif de la prochaine heure. Qu'est-ce que tu peux faire là maintenant en fait, qui peut faire en sorte que tout le reste découle naturellement. Enfin, ce bouquin, il est super. Ouais, il est super. Est-ce qu'il y a un conseil vraiment, tu vois, qu'on t'a donné à toi et que tu gardes en tête, tu vois, un conseil même, je sais pas, d'un proche ou de quelqu'un que tu gardes en tête tous les jours et que tu te dis, voilà, ça c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Je pense que... En fait, ça peut paraître
Répétitif, mais en fait, c'est la confiance en soi, quoi. Ouais. Moi, je suis pas né dans une famille. Mon père est entrepreneur, enfin, il a monté sa structure. Mon grand-père est entrepreneur, tu vois. Ah oui, Ça veut pas dire que c'est dans les sang, gènes. quoi. Ça veut dire que c'est dans les gènes, mais, Si, mais si. du moins, dans ce que je vois chez, du coup, enfin, même au sein de ma famille, on n'est pas du tout une famille. Tu sais, où tu roules sur l'or, tu vois, on te lance et tout. Ah ouais, tombe c'est dans le grand bain. entrepreneur dans la dure, quoi. C'est Ouais, dans non, la- mais dans ça, la- ça, dans- ça, dans ça, le en vrai, plus. quoi. Si mon père Dans le a la vrai. chance, parce que du coup, je lui enverrai avec le plus grand des plaisirs ton podcast pour qu'il puisse écouter l'épisode, pardon. Il est pas né, tu vois. C'était pas inné ni inexorable qu'il fasse ce qu'il a fait, tu vois. Il fait quoi? Il était Il est dans l'immobilier. Dans là. l'immobilier. Il a travaillé sur les plateformes pétrolières. Ouais. Tu le vois le lien ou pas là? Ouais. Technique. Ouais. Mais pour te dire que je pense que c'est pas forcément un conseil, mais peut-être c'est un conseil indirect. Que quand j'en parle avec mon père, c'est on y va, quoi. C'est lui qui t'a donné cette confiance? Dire, bah vas-y, si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Lance-toi. Je pense qu'il y contribue beaucoup. Après, encore une fois, je pense que, enfin, on pourrait faire un podcast de 3 heures, tu vois, mais je pense qu'il y contribue beaucoup. Je pense qu'après, c'est moi qui me forge ma confiance. Je pense que la manière de se mettre en confiance, c'est de faire des choses qui te mettent mal à l'aise. Sortir de ta zone de confort. Exactement, tu vois. Ouais. Pour pas le dire parce que c'est trop dit, mais Ouais, c'est mais trop dit. ça, C'est tu vois. vrai, en Mais fait. c'est Moi, tellement j'aime vrai. bien cette Tu sais, cette on expression, dit quand même. beaucoup, moi j'ai entendu plein de choses, c'est tu vas apprendre à faire ça, fais-le 10 fois. Tu sais, la théorie des 10 000 heures, Ouais. tu vois. Fais-le 10 fois et tu vas être bon, c'est vrai. Donc tu vas être plus confiant, apprends à te mettre en zone d'inconfort, fais les choses à fond, parle, bouge, fais, tu vois. Donc je pense que il y contribue, ma famille m'entoure vachement. Et voilà, je pense que c'est une envie de faire ça, quoi. C'est ton téléphone? Voilà, c'est mon téléphone qui sonne. C'est peut-être ton père? C'est peut-être mon père ou un client qui m'a dit t'es en retard à ta réunion, quoi. Bah écoute, merci Ilan pour ce moment qu'on a partagé ensemble dans l'éclosion. Merci à toi, David. Je suis content de t'avoir accueilli. Je te souhaite de continuer encore très loin dans ton aventure. Merci avec beaucoup. Flo, et puis d'autres entreprises que tu créeras très certainement. Et ben, nous, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel épisode d'éclosion. Et en attendant, bonne continuation. Merci beaucoup, David. À bientôt. À bientôt.